Bonsoir à tous. Très attendu au Parlement, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, Azarias Rouberoa, était devant les élus du peuple pour s'expliquer sur la question des Minembwe, débat houleux autour du statut administratif controversé des Minembwe. Les détails à suivre dans ce journal. Kinshasa et ses environs dans le noir, la situation n'est pas nouvelle, la cause, elle est connue, c'est l'outil de travail vieillissant de la SNEL, d'où il faut des équipements adaptés au réseau. Cette entreprise vient de franchir un premier pas. Elle s'est dotée d'un nouveau poste de dispersion avec un système informatisé à Inga. Les explications à suivre dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Minembwe, commune rurale, les passions se sont déchaînées et les esprits se sont apaisés un moment. Pas tout à fait. Eh bien, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, Azarias Rouberoa, s'est expliqué devant les élus du peuple et va retourner 48 heures après pour répondre aux questions soulevées par les députés nationaux. Sylvie Mouembo nous parle de cette plénière. Le débat sur Minembwe a enfin eu lieu à la faveur de l'interpellation du ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Azarias Rouberoa, par le député national Moïndo Nzangi. Le ciel s'est éclairci. La présence du ministre de la Décentralisation, celle du ministre de la Défense nationale et les députés nationaux qui l'accompagnaient à Minembwe se justifiaient bien sur un ordre de mission, la caravane de paix. La coïncidence de cette influence a suscité débat. La mission, je le confirme, a été décidée par le Conseil des ministres. La mission est couverte par un ordre de mission le plus formel possible. Nous avons effectué cette mission dans son contenu exactement comme c'était prévu. La mission était ponctuée des audiences, des réunions du Conseil de sécurité tenues avec le bourgmestre, parce qu'il est en fonction depuis 2 ans environ, avec les responsables de l'armée qui sont sur place, notamment le chef de la 3e zone militaire. Ils nous ont fait des briefings, d'abord le bourgmestre, ensuite le commandant de la zone de la 3e zone militaire. Les limites de la fameuse commune rurale de Minembwe, la validité du décret qui les crée, les inquiétudes sur les revendications toujours croissantes de Banyamulenge et l'histoire des Minembwe sont les principales questions qui peuvent être retenues au cours de ce débat. C'est une question politique. Et il fallait bien que les gens répondent. Et également, c'est une question de vie des personnes, puisque depuis que la question a été commencée, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de pillages, il y a eu beaucoup de déplacés. La question de la commune de Minembwe soit revisitée, parce que son installation, même sa création, n'a pas respecté la procédure. De deux, il faut qu'il y ait une commission d'enquête. Il faut que les parlementaires descendent sur le terrain. Pas simplement pour la question de Minembwe, mais la question de toutes les communes et villes qui ne sont jamais installées à ce jour. Devant la plénière conduite par la présidente Janine Mabunda Lioko, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, a sollicité et obtenu 48 heures pour des réponses appropriées aux différentes questions. On en parlait tout à l'heure dans le titre. Est-ce un début de solution dans la problématique de la fourniture en énergie électrique dans le pays? Eh bien, Inga a un nouveau poste de dispersion qui reçoit la production combinée d'Inga 1 et 2. D'autres explications dans ces reportages d'Yvette Makuntima. Améliorer la fourniture en énergie électrique, c'est opérer une profonde mutation de l'outil de travail de la Société nationale de l'électricité SNEL SA. De l'obsolescence programmée à la numérisation, le nouveau poste de dispersion moderne doté d'un système informatisé SCADA pour les sites d'Inga est la preuve de cette volonté. Des relais électroniques ont cédé place aux relais numériques dans les armoires des commandes et les transfèrements de la commande de l'ancienne salle à la nouvelle se poursuit progressivement et tend déjà vers la fin. La durée de vie d'un équipement électromécanique se situe autour de 30 ans. Donc on a largement dépassé la durée de vie des installations originelles de ce poste ici. Et les conséquences, c'est que vous avez des équipements vieux qui sont régulièrement en panne. Et les coûts de réparation deviennent prohibitifs parce qu'il faut augmenter le nombre d'interventions. Et puis, les pièces de rechange nécessaires pour faire ces réparations-là sont de plus en plus rares. Voilà donc la raison qui amène à cette modernisation-là,
C'est augmenter la fiabilité de ce poste en rajeunissant les équipements et aussi en le modernisant pour l'adapter à la nouvelle technologie pour laquelle l'expertise et les pièces de rechange sont bon marché comparé à l'ancienne. Installés dans un nouveau bâtiment, les travaux de cette nouvelle infrastructure ont été réalisés par l'entreprise espagnole Elecnor à travers un appui financier de la Banque allemande de développement KfW. Pour rappel, un poste de la même facture a été installé à Mwadingusha en 2019 qui prend en charge les centrales hydroélectriques de Mwadingusha et celles d'Ekoni dans la province du Haut-Katanga. La réforme de l'administration publique, les atouts et faiblesses, les participants à l'atelier global du secteur de l'administration publique ont réfléchi sur le contenu à donner à la mutation que connaît actuellement l'administration publique de la RDC. On en parle dans ses commentaires. Ils sont venus de différents horizons, les acteurs et auteurs, partenaires impliqués dans la réforme de l'administration publique. Tous sont venus cogiter, mieux passer en revue, et ce, pendant une semaine d'intenses travaux riches en échanges, les forces et faiblesses de cette réforme enclenchée, voici près de 2 décennies, ainsi que l'atteste Yolande Ebongo Bosongo, ministre de la fonction publique. La première ambition est donc celle de formaliser le cadre stratégique de la réforme dans ses multiples dimensions, à savoir légale et réglementaire, organisationnelle et institutionnelle, fonctionnelle, logique et de coopération avec les partenaires techniques et financiers. De cette revue, il ressort une nouvelle boussole qui devra désormais aiguillonner les actions en faveur de la réforme de l'administration publique. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, appelle les agents de l'État au changement des mentalités. Je considère cette première revue globale de la réforme comme un premier pas vers les bonnes directions de doter l'administration publique de ressources humaines augmentées, pétries d'éthique, engagées dans le changement des mentalités et renforcées en termes de méthodes et outils de travail. Il s'agit de noter qu'au bout de cet atelier, plusieurs recommandations ont été arrêtées, dont les principales sont entre autres l'adoption de la nouvelle feuille de route de la réforme au Conseil des ministres et enfin l'accélération de la mise en œuvre tant au niveau central que des provinces. La prestation des serments de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation n'est qu'une question de jour, mais alors les débats se situent au niveau de l'interprétation de l'article 158 de la Constitution qui revient sur les mandats, la composition de la Cour constitutionnelle, et là-dessus, les sénateurs membres de la commission PAJ ont voulu en savoir un peu plus. On écoute les présidents de la commission PAJ du Sénat. Déposer une requête en interprétation de l'article 158 de la Constitution. Depuis quelques jours, 2 ordonnances ont été signées par le chef de l'État, notamment celle qui porte la nomination de 2 juges à la Cour constitutionnelle et celle qui porte nomination ou affectation de 2 juges à la Cour de cassation. Devant cette situation, nous, les sénateurs, nous représentons certains de nos collègues, avions pensé qu'il fallait saisir la Cour constitutionnelle qui est l'organe habilité à interpréter la Constitution pour nous donner la portée exacte de cet article 158 de la Constitution. On fait savoir si les 2 ordonnances dont je fais allusion tout à l'heure, le 20-008 et 20-116, sont conformes à l'esprit et à la lettre, n'est-ce pas, de l'article 158 de la Constitution. Et bien entendu, en déposant cette requête, nous pensons que toute autre activité sera suspendue. Parce qu'avant que l'on ne parle de prestation de serment, de 2 juges de la Cour constitutionnelle, nous pensons qu'il faille d'abord que la Cour constitutionnelle interprète cet article et surtout sa portée.
Un communiqué officiel concernant la prestation de serment de juge, le protocole du président de la République a l'honneur d'informer les invités à la cérémonie des prestations de serment de membres de la Cour constitutionnelle que pour faciliter leur arrivée au Palais du Peuple ce mercredi 21 octobre 2020, les bus seront parqués pour eux au Stade des Martyrs où ils peuvent garer leurs véhicules. Arrivée des invités au Stade des Martyrs en véhicule personnel au Palais au plus tard 8 heures, prendre les navettes plutôt prévues entre les stades des Martyrs et les palais du Peuple, suivant les programmes ci-après. 8h, 9h45, départ de navettes du stade vers les palais du Peuple, arrivée des députés et sénateurs munis de leur cocarde ou de leur carte de légitimation du côté chinois, puis entrer par les flancs droits de la salle de congrès. 10h, 10h45, arrivée par les côtés du commissariat général de la police nationale congolaise, des personnalités ci-dessous et sont priés d'arriver directement au Palais du Peuple à bord de leur véhicule individuel. Officiers généraux des FARDC de la PNC, gouverneurs des provinces, présidents des assemblées provinciales, membres de cours et tribunaux, membres de cours et tribunaux, gouverneurs de la Banque centrale, président de la Cour des comptes, membres du corps diplomatique, membres du gouvernement, membres du cabinet du président de la République, membres des bureaux de 2 chambres du Parlement, président des institutions d'appui à la démocratie, président du Conseil économique et social, membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Premier ministre. 10h30, arrivée par les perrons du Palais du Peuple des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 10h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, honneur militaire. 11h, début de la cérémonie. Un communiqué signé par le protocole du président de la République. 365 jours à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dans son actif. La ministre d'État Néné Nkouli Lunga est revenue sur l'organisation de la 36e session du Conseil national du travail, l'impact de la crise sanitaire sur le monde du travail. Robert Ndaïchi-Sensé. Nous avons réussi à organiser la 36e session du Conseil national du travail. Je suis heureuse de vous annoncer que des grandes résolutions ont été adoptées. Il y a entre autres l'institutionnalisation du dialogue social, une première dans notre pays. Et lors du Conseil des ministres, madame, à l'unanimité, les membres du gouvernement ont adopté ce point et ont promis de l'accompagner parmi tant d'autres décisions du Conseil national du travail. Pour cette 2e année, le travail nous attend. Sur le chantier de l'identification des travailleurs étrangers, afin de protéger la main-d'œuvre locale et faciliter la création de nouveaux emplois pour les Congolais. C'est l'une des priorités du gouvernement et j'en fais mienne. Vous savez, madame, mon cheval de bataille, c'est le transfert des compétences pour un Congo compétitif. Et pourquoi pas créer des millionnaires congolais dans tous les secteurs? Je le prêche partout où je passe. On n'en parle peut-être pas assez, surtout quand on évoque les questions du genre, les conditions des détenus femmes et des enfants en conflit avec la loi. Mérite bien l'attention de tous. La ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille Béatrice Louméa a échangé sur ces sujets avec l'unité pénitentiaire de la MONUSCO. D'autres activités au ministère du genre dans ces reportages d'Yvette Makuntima. La suite de l'atelier organisé par l'unité pénitentiaire de la MONUSCO en pleine période de crise sanitaire due à la Covid-19 sur les enfants en conflit avec la loi, les détenues femmes et leurs dépendantes. À travers une note technique de la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Louméa-Tilité, des engagements ont été pris à l'issue de cette réunion pour l'amélioration des conditions de détention pour les catégories précitées. On a travaillé sur cette note, on a pu réviser à un plan, une ébauche de plan que nous allons travailler encore demain pour enrichir et valider davantage. Donc c'est à partir de là maintenant que nous allons commencer avec des actions. Les femmes d'exception, qui sont-elles? En réunion tous les 3 mois avec les chefs de l'État
Elles ont tenu à intégrer dans la gestion des questions liées au genre l'apport du ministère du Genre, Enfants et Familles. C'est une rencontre de consultation parce que nous sommes un groupe de plaidoyer auprès du chef de l'État. Mais nous savons qu'à l'exécutif, il y a tout un ministère qui porte les questions liées au genre, dont l'égalité du genre que nous menons les plaidoyers auprès du président. C'était important pour nous de venir faire passer ces moments d'échange, de consultation pour qu'elle nous donne les priorités qui sont les leurs au niveau de l'exécutif. Par exemple, les budgets alloués au ministère du genre, est-ce que c'est conséquent pour lui permettre d'appliquer toutes les stratégies ou les politiques qui sont en vigueur en ce moment? Un nouveau chef coutumier pour la chefferie des Pélènes de Nord. Ce dernier va désormais porter les pouvoirs coutumiers sur ses épaules. Le ministre des Affaires coutumières a pris part à la cérémonie de son installation. Luxon Kabbalah nous fait revivre ces moments forts. Fumée blanche à Kobo, où le 19e grand chef Kianvu de Pelende a été investi le vendredi 16 octobre, la nuit, par les Youl Kamungu, en présence de chefs Mwela et Munikenge, puis le samedi 17 octobre 2020, par l'administrateur des territoires de Kenge, Placide Kazundu, en présence du gouverneur ad intérim du Congo, Léopold Kangulumba, qu'accompagnait le ministre délégué aux affaires coutumières, Mvunzi Meya, et son secrétaire général, Augustin Mungini. Après la cérémonie d'allégeance de chef coutumier au nouveau chef, Sa Majesté Makambu Mwaku Kabam, qui vient combler le vide de 5 ans après la mort de son prédécesseur Mwatambanz II de la lignée de Kitinga. Tour à tour, l'administrateur du territoire, le gouverneur ad intérim du Congo et le ministre délégué aux affaires coutumières ont chacun expliqué le processus ayant conduit à la désignation du nouveau chef et ont exhorté à la cohésion et à la coexistence pacifique. En sa qualité d'officier des polices judiciaires à compétence générale, Sa Majesté Mwaku Kabambo, Louis, a prêté serment de respecter loyalement les lois du pays et d'œuvrer pour la paix et le progrès de son peuple. Dans une ambiance de fête, le fils du terroir, de toutes les couches sociales confondues, ont remis des présents au nouveau chef. Le premier à ouvrir cette étape de remise, le ministre délégué aux affaires coutumières, Mvunzi Meya, avec une moto Yamaha pour la mobilité du chef. Laurent Batumona, représenté par une forte délégation, a pensé au logement du chef en envoyant une centaine de tôles et des kilos de clous. Des professeurs d'université, des députés de la province de l'Équateur et de la Chuapa ont encouragé le nouveau chef et l'ont gratifié des dons de tout genre. Avant de quitter Kobo, Sa Majesté a remercié les différents invités et a promis de gérer son peuple avec dextérité et comme le faisaient ses ancêtres, se constituant en rassembleur, pacificateur et aussi en travailleur agricole. Les comités de pilotage du projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques de la RDC a tenu sa 3e réunion. D'autres précisions dans ses commentaires de Nadine Kilocho. La Metelsat a mis sur pied le projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques Hydromet en sigle, qui va permettre à la République démocratique du Congo de surveiller le climat et l'hydrologie sur l'ensemble de son territoire. Pour une meilleure mise en application de ce projet, la Metelsat vient d'organiser la 3e réunion du Comité national de pilotage Hydromet en vue de former des techniciens capables de maîtriser le contrôle du climat et des instruments utilisés dans le cadre du projet Hydromet pour prévenir toutes sortes de catastrophes qui peuvent subvenir. Ce projet pilote n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais également pour toute l'Afrique. Ce qui fait de la République démocratique du Congo un pays pilote, mais aussi un pays qui est à l'avancante même du développement, n'est-ce pas, des hydromètres au niveau africain. Ce projet Hydromet bénéficie du financement de partenaires. Mais pour qu'il soit efficace, l'État congolais doit donner sa contrepartie pour que le ciel congolais ne soit pas fermé à la navigation en Afrique centrale. Ce projet n'est pas seulement le projet de la RDC. Nous sommes en pilote au niveau de la CAC. Mais si aujourd'hui le propriétaire de la Metelsat, qu'est l'État congolais, met à la disposition de cet établissement public à caractère technique et scientifique les moyens nécessaires, nous aurons le temps de former les hommes
pas seulement acquérir les équipements, mais il faut former les hommes suffisamment et les déployer partout pour suivre le temps et le climat. Cela va nous éviter à connaître des pertes en vies humaines et de leurs biens aussi. Le projet Hydromet, avant de s'étendre dans 10 sites, doit être d'abord expérimenté sur le versant de la rivière Ndjili et le versant de la rivière Kalamu à Boma. La gestion biosécurité, le port des équipements de protection individuelle dans la lutte contre le coronavirus, des sujets au centre d'une formation de 3 jours à l'intention de médecins, infirmiers et hygiénistes. Session de formation initiée par la commission prévention et biosécurité. C'est un commentaire des Rodépanda. Organisé par la commission prévention et biosécurité que dirige le docteur Isabelle Lumbwe Isangou, présidente de la dite commission, ces assises de 3 jours pour une formation de renforcement des capacités des prestataires de soins de santé étaient essentiellement basées sur la gestion des déchets biomédicaux, le port de l'équipement de protection individuelle et puis la préparation de la solution chlorée en thermadine sécurisée du cadavre de Covid-19. Sans oublier les bonnes pratiques de lavage des mains. C'est la substance des matières dispensées par la grande équipe de la commission prévention et biosécurité qui a fait preuve de la matière reçue de leur présidente, le docteur Isabelle Lumbwe. Médecins, infirmiers, hygiénistes, tous ont reçu des notions sur la gestion et la prise en charge de la pandémie de Covid-19. Isabelle Lumbwe a reçu mandat du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum et ne cesse de conscientiser à la vigilance les prestataires et la population congolaise pour éviter les risques de contamination durant cette période de pandémie. Cette formation a ciblé 3 zones de santé de la ville de Kinshasa, à savoir Kalamu 1, Kalamu 2 et Ngiringiri. Pour lier l'utile à l'agréable, les participants étaient soumis à quelques exercices pratiques, motif de satisfaction de toute l'équipe et de leur partenaire, qui est la Croix-Rouge de la RDC. Au nom du coordonnateur du secrétariat technique de la COVID-19 et la présidente de la commission prévention et biosécurité, le docteur Mava Kwengani, a clôturé cette session de formation. Le travail des sages-femmes pendant la crise sanitaire, des mesures de précaution à prendre, faut-il finalement réinventer le travail des sages-femmes? Eh bien, le Fonds des Nations Unies pour la population a initié dans la ville de Kananga un atelier de formation des sages-femmes. Constance Mananga est sur place. Aux problèmes humanitaires, des réponses d'urgence. Mettre en place un 3e pôle de sages-femmes capables d'apporter efficacement assistance en santé de la reproduction, violence basée sur le genre, prévention des abus et exploitation sexuelle, dans un esprit de redevabilité aux personnes affectées par les crises humanitaires. Tel est l'objectif de cet atelier des sages-femmes ouvert à Kananga par le ministre provincial de la Santé Kasai Central, Félicien Tshisekedi. Organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, cette session de 5 jours a sélectionné 30 sages-femmes pour les Grands Kasai, après les Nord et les Sud Kivu, l'Ituri et la Chopo. Dr Alphonse Matondo, chef de bureau UNFPA Kasai Central, a salué cette initiative qui vise à former 100 sages-femmes dans l'ensemble capable d'appliquer le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive. Nous avons fait la révision du curriculum de formation des sages-femmes pour que dorénavant, la sage-femme qui sort des écoles de formation sort déjà prête pour une réponse humanitaire. Voilà pourquoi nous réunissons ici le sage-femme prestateur et puis le sage-femme provenant des écoles de formation afin que demain, nous ayons des sages-femmes qui automatiquement auraient des compétences en humanitaire. La Société congolaise des pratiques des sages-femmes promet de travailler avec abnégation pour une réponse humanitaire efficace. Dans différents coins du pays où il y a des conflits qui entraînent au déplacement de populations, il faut que la sage-femme soit présente là où la femme pourra donner naissance, où l'enfant pourra naître. En temps de crise, les risques de mortalité maternelle et néonatale est encore plus élevé. Les interventions urgentes de ces sages-femmes qui seront déployées sur terrain pourront faire la différence entre la vie ou la mort des femmes enceintes et des nouveau-nés. Et ces communiqués de l'Inspection générale de la santé, eh bien, l'Inspection générale de la santé invite les médecins vétérinaires et pharmaciens des différents ministères bénéficiant de la prime des risques professionnels du ministère de la Santé à se présenter
à ces bureaux avec tous les documents justifiant leur qualité de bénéficiaires de la dite prime. Les concernés doivent se présenter du 28 au 30 octobre 2020, chaque jour de 10h à 14h. Dépassés ces délais, ils seront considérés comme fictifs et élagués de la liste de pays. Cette invitation ne concerne pas les médecins vétérinaires et les pharmaciens des ministères de la Santé, de l'enseignement supérieur et universitaire, des FARDC ainsi que de la police nationale congolaise. Un communiqué signé par l'inspecteur général de la santé, Komba Djeko. Kakenge, théâtre d'un conflit communautaire, les Kasaï et les Kasaï centrales étaient autour d'une table pour parler de paix. À l'issue de cette conférence, l'élu de Moueka, Constantin Benguele-Kwete, a fait le tour des cités et villages de ces territoires, les territoires des Moueka, pour restituer les contenus de ces assises aux habitants. Images et commentaires. La conférence de paix et réconciliation tenue à Kananga dans le Kasaï central pour dissiper les tensions entre le Kasaï central et les Kasaï autour de la bourgade de Bakwakenge a réellement jeté les jalons pour une paix durable. À plusieurs kilomètres de Kananga, l'élu de Moueka, Constantin Benguele-Kwete, est le seul député national à se rendre dans la zone au centre du conflit, Bakwakenge, pour appeler les filles et fils du Kasaï à la paix, à l'unité et à la cohésion. Cet élu du peuple s'est adressé directement aux populations concernées en soulignant l'importance qu'accorde le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au bien-être collectif et à l'État de droit. Dans les territoires des Moueka, la marée humaine a encore une fois de plus déferlé sur les grandes artères pour écouter le même message, celui de la paix. Des Moueka à Kakenge, l'exercice a consisté également à se rendre compte de la situation socio-économique de la population, prendre note, agir et faire un plaidoyer auprès des instances habilitées. C'est le cas de le dire avec une concession acquise dans le village Mouteba qui verra bientôt la construction d'un centre de santé. Et à Moueka même, c'est le centre mère et enfant qui y sera construit. Très reconnaissant envers ceux-là qui l'ont porté pendant les échéances de 2018, l'élu de Moueka a remis une centaine d'étoiles aux victimes qui ont vu leur maison incendiée à Chokombengi suite à l'intolérance politique. La paix et rien que la paix, Constantin Benguele en a fait son credo. Et ces communiqués du ministère de la Communication et Médias, le ministère de la Communication et Médias s'est fait le devoir, une fois de plus, de porter à la meilleure attention de tous les éditeurs de programmes TNT se trouvant dans les bouquets publics et privés, qu'après la période du moratoire des 30 jours et des 15 jours, tous arrivés à terme, et il est demandé de déposer dans les 72 heures à dater de la présente au secrétariat général du ministère de la Communication et Médias, 6 immeubles Likasi, quartier royal Kinshasa-Gombe, pour vérification et disposition utile, leur dossier devant comprendre les pièces justificatives ci-après, le preuve des paiements de la DGRAD, l'avis favorable du ministère de la Communication et Médias, l'avis favorable de la Coordination nationale de la migration vers TNT, l'avis conforme du CESAC, les certificats de conformité de l'ANR, le récépissé ou l'autorisation d'exploitation, les cahiers des charges, l'acte de prise d'acte du ministère de la Communication et Médias, dépasser ces délais, leur imparti de 3 jours à dater de la présente, le ministère de la Communication et Médias procédera à l'opération de déconnexion des chaînes non en règle émettant dans le bouquet. Ce communiqué tient lieu de faire part et des dernières mises en demeure. Un communiqué signé par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement et président du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, TNT, David Jolino Diwampovesa Makelele Mamuzingi. La Fondation Mandela Lumumba appelle au soutien aux initiatives du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula. Nous vous proposons ici l'étape des Kambové.
L'objectif est d'appuyer la concrétisation de la vision de développement que porte le gouverneur Jacques Kabula Katoué pour sa province, le Haut-Katanga. La fondation Mandela Lumumba, qui a fait le déplacement dans le territoire de Kambouve, s'est donné l'exercice de communiquer pour amener les habitants de cette partie du Haut-Katanga à comprendre puis s'approprier de ce programme qui place le social de la population avant tout. Le coordonnateur national de cette structure des jeunes, Yves Moudimbe, a organisé sur place une caravane motorisée sur quelques artères de Kambouve, durant laquelle il s'arrêtait à chaque fois pour parler de la pensée du gouverneur Kabula en guise du développement intégral de tous les 6 territoires du Haut-Katanga, dont certains bénéficient déjà d'une impulsion de modernité. Par cette descente à Kambouve, nous voulons l'encourager, nous voulons encore les soutenir davantage, nous voulons lui demander d'être serein, d'être encore fort, parce qu'il est le véritable leader. Lorsqu'on est leader, on est toujours combattu. Il faut qu'il soit fort parce que la population est toujours derrière lui et la population attend beaucoup de lui. À en croire certains habitants de Kambouve, les attentes sont énormes. La population espère beaucoup en leur numéro 1. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué travaille très bien. C'est un bon travailleur. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore arrivé ici dans notre territoire. Nous, on les cherche. Nous l'attendons à bras ouverts. Qu'il vienne dans ce territoire, c'est qu'il fera ici. Les autres prendront comme exemple. Dans son adresse, Yves Moudimbe n'a pas manqué de mobiliser la population de cette entité pour l'accueil dans le tout prochain jour du gouverneur Jacques Kabula. Après avoir consacré toute une journée à plus de 150 km de Lubumbashi, la fondation Mandela Lumumba s'est dit déterminée à accompagner, voire pérenniser la vision managériale du gouverneur Jacques Kabula. Au nombre de structures de jeunes proches de l'UDPS, l'on compte désormais l'association de jeunes professionnels. Bobo Anan Mokonzi nous en parle. Quels sont les contours attendus de l'engagement, de l'implication et du rôle de la jeunesse dans la politique congolaise? La réponse à la question a donné de la matière à une profonde réflexion qui a été menée par les 2 élus provinciaux, Bavon Bouyi et Alidor Numbi du Kasaï oriental. Ils ont été en face du nouveau comité de l'association des jeunes professionnels qui se veut une structure de la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social Kasaï oriental. Au fait, le nouveau comité a la charge d'impulser un nouvel élan auprès d'une proportion considérable de jeunes qui détiennent un potentiel d'engagement futur pour l'avènement d'un Congo prospère. Nous sommes confrontés à plusieurs réalités en tant que jeunes. Nous sommes confrontés à plusieurs défis en tant que jeunes. Mais nous ne devons pas perdre l'espoir. Nous devons toujours tenir, car dit-on, 1 minute avant la mort, c'est encore la vie. Nous devons espérer en un Congo meilleur. Nous devons espérer en un Kasaï meilleur. Nous devons espérer en une jeunesse qui doit écrire une nouvelle page d'histoire. L'installation du nouveau comité a été conduite par le président de la Ligue de jeunes UDPS Kasaï oriental. Les 2 intervenants Bavon Bouyi et Alidor Numbi tiennent à ce que la jeunesse congolaise accompagne les chefs de l'État dans la concrétisation de sa vision sociopolitique du pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal de 22h sur la RTNC. Le prochain rendez-vous, c'est à minuit avec Pierre Mbouyo Saïdi. Bonsoir chez vous.